Et bien sûr, sur ce stand, on a également eh bien une démonstration de modélisation en fabrique additive de protection pour les dents, de protège-dents, parce qu'on va le voir avec nos deux spécialistes, Enrico et Philippe. Bonjour, on va se tutoyer, c'est plus simple. Hein. Bonjour. C'est mieux. On va le voir, c'est un élément qu'on connaît, le protège-dents, on voit toujours dans les matchs de rugby, les joueurs, des fois qui les enlèvent, qui les remettent. Et puis bien sûr la boxe, on pense, il y a des sports à très fort impact physique. Et vous avez créé une modélisation en fabrication additive qui permet d'avoir un protège-dents sur mesure. On découvre ça avec vous, c'est formidable. Merci. Hop là, en effet, alors tout d'abord, présentation de l'équipe donc sur Bordeaux, avec des intervenants de l'ENSAM de Bordeaux, intervenants de CHU de Bordeaux, Université de Bordeaux. Et nous travaillons sur les protections intrabuccales déjà depuis les années 2002-2003, ensemble, cette collaboration. Ah oui, quand même, ça fait 20 ans, c'est une bonne vingtaine d'années, c'est bien. Nous travaillons. Et accompagné aussi par la SAT Aquitaine Sciences Transfert, puisque dans le cadre des travaux que nous avons réalisés, il y a de l'API qui a été développé et donc la SAT nous accompagne dans nos différents projets. Alors nous travaillons sur la protection intrabuccale. On va faire un petit peu l'histoire de la protection intrabuccale. La protection intrabuccale, c'est un équipement de protection individuelle, donc on retrouve pour protéger un individu contre les risques pour sa santé et sa sécurité. On le retrouve dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu sportif, avec les protections intrabuccales. Donc la protection intrabuccale est un EPI aussi, et pas un dispositif médical, c'est un EPI. Alors j'ai dit que c'est un EPI, mais la première info que je vais faire, que je vous montre ici, montre qu'au départ, ça n'a pas été un EPI. Quand on regarde l'histoire de la boxe, là c'est Jacques Broughton 1743, c'est la boxe de foire, hein, c'est les premières règles de la boxe et c'était le combat à main nue. Et pour ces boxeurs-là, le premier souci qu'ils avaient, c'est la blessure labiale. Ouais. Alors, pour se protéger, limiter le risque de blessure labiale, la première protection qui a été proposée, vous la voyez de chaque côté, c'est lorsque les joueurs étaient en entraînement, c'est le gant de boxe. Le gant de boxe, c'était la première protection pour protéger des blessures labiales. Et le gant de boxe n'est pas un équipement de protection individuelle, puisqu'il ne protège pas l'individu contre ce risque-là, il protège l'adversaire. C'est pour ça que le gant de boxe n'est pas un EPI, par exemple. Oui. Mais là, on a vite après eu des dispositifs qu'on a placés dans la bouche. Ça a été au départ avec des bandes de gutta-perca, du latex naturel. C'était ensuite du coton. Les boxeurs mettaient ça pour se protéger des blessures labiales. Ensuite, la protection intrabuccale a évolué en fonction des évolutions technologiques. On a eu la vulcanisation. Hein. Ensuite, il y a eu de l'industrialisation avec l'utilisation de protection en éponge en liège et avec leurs problèmes, puisqu'elles pouvaient se découper. Il y a un article sur un boxeur qui est décédé sur le ring parce que sa protection est venue se coincer dans sa voie aérienne supérieure parce qu'elle n'était pas rétentive, par exemple. Wow. Et enfin, on est arrivé, dernière évolution, avec les élastomères thermoplastiques qu'on connaît bien maintenant. Et ce sont les EVA, polyéthylène d'acétate de polyvinyle, qui sont utilisés entre autres sur deux types de protection. Les modèles adaptables, celles que vous achetez dans les magasins de sport et vous mettez dans l'eau bouillante, vous adaptez à la bouche. Et vous avez aussi l'EVA qui est utilisé pour les protections dites sur mesure, réalisées après l'enregistrement en bouche. C'est le modèle que nous allons vous présenter. Alors qui représente, sur une étude qui a été menée récemment, à peu près 13% des protections intrabuccales portées par les sportifs et qui sont en EVA, qui représentent le gold standard à condition qu'elles répondent à des critères, à des exigences essentielles dans sa réalisation. Ça, c'est un élément fondamental sur lequel on va se développer un petit peu, puisque la protection intrabuccale elle a une fonction. Sa fonction, c'est de réduire le risque. Elle n'est pas là pour supprimer le risque. Elle est là pour limiter le risque de lésion des tissus mous. Ce qu'on avait au départ, c'est les atteintes labiales. On a parlé au départ de protection labiale. Ensuite, on a dit on va protéger les dents, principalement les dents antérieures maxillaires. C'est les dents qui sont les plus touchées lors des impacts. Et là, on a parlé à ce moment-là de protège-dents. Et ensuite, on a parlé de la protection dentomaxillaire. Pourquoi? Parce qu'on a protégé aussi le massif facial, la mâchoire, l'os maxillaire et la mandibule. On a parlé à ce moment-là de protection dentomaxillaire. C'est les travaux de Zameski de 1975. Et aussi, on parle de la protection intrabuccale dans la prévention
des commotions cérébrales et traumatismes du rachis cervical. Alors, à ce moment-là, on parle de protection intrabuccale, puisqu'on est plus large que la protection des tissus de la sphère orale. Alors, on en parle depuis un bout de temps, du rôle de la protection intrabuccale dans la prévention des commotions cérébrales et traumatismes du rachis cervical. Il y a beaucoup d'articles qui montrent que les moyens de prévention, c'est la modification des règles dans le sport, c'est l'amélioration du geste technique, le plaquage par exemple, le blocage pour le foot américain, la musculation du cou pour mieux retenir sa tête et son cou, les examens complémentaires pour rechercher éventuellement des fragilités comme des sténoses du canal cervical qui vont empêcher des joueurs de jouer en première ligne par exemple. Et on parlait de la protection intrabuccale mais avec comment dirais-je, un mécanisme qui n'était pas réellement connu. Nous à notre niveau, nous sommes partis sur le principe que le fait de serrer les mâchoires, et c'est ce qu'on retrouve dans l'anatomie, le fait de serrer les mâchoires va permettre d'augmenter l'activation des muscles antérieurs du cou. Ces muscles antérieurs du cou, qui sont des muscles supra-infrahyoïdiens, qui vont permettre d'avoir un mouvement de flexion-enroulement de la tête sur le rachis cervical, voilà, et qui vont permettre en même temps la mise en jeu de son rôle fléchisseur des muscles sternocleidomastoïdiens, qui sont des muscles puissants latéraux. Alors nous avons fait une étude qui a été menée en 2005 à Bordeaux, une étude clinique, programme hospitalier de recherche clinique, sur des sportifs qui étaient des rugbyman, des boxeurs, des hockeyeurs. Et donc on a voulu mesurer l'activation des muscles antérieurs du cou. Ça va être, je ne sais pas si on peut le voir ici, à ce niveau-là, on va avoir ici les sternocleidomastoïdiens, les infrahyoïdiens et les suprahyoïdiens. Et là, vous avez le masséter qui permet de montrer que quand on est mâchoire serrée, il y a une activation qui est à droite. Mâchoire serrée, et bien tous les muscles antérieurs du cou vont avoir une augmentation de leur activation. Voilà. Donc on peut penser que lorsqu'on a dans ce mouvement de flexion de la tête et du cou, que l'on serre les mâchoires, l'activation de ces muscles antérieurs du cou va permettre aussi de participer au maintien de la tête et du cou. L'idée est là. Voilà. Alors, on parle du calage mandibulaire, mais ce calage mandibulaire, il faut le faire dans certaines conditions. Et il y a deux critères que nous avons définis dans nos recherches. Un critère postérieur, un critère articulaire. On va dépositionner la mandibule dans une position spécifique. Normalement, c'est la position dans laquelle vous êtes en train de nous écouter, si tout va bien. C'est-à-dire c'est une position de repos mieux centrée. Vous êtes avec un espace entre les deux arcades et vous n'êtes pas mâchoire serrée. Si vous étiez mâchoire serrée, vous seriez sur la zone 2 par exemple. Quand vous êtes en position de repos mieux centré, relâché, vous êtes dans cette zone 3. Et cette zone 3, ça nous libère un espace ventilatoire qui permet d'être utilisé pour pouvoir ventiler mâchoire serrée. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de la ventilation mâchoire serrée chez le sportif? Tout simplement parce qu'à partir de 40 à 50% de sa vitesse maximale aérobie, la ventilation nasale n'est plus suffisante. Il faut passer une ventilation buccale de suppléance. Mais pour les sports à risque, si je dois avoir une ventilation buccale et que j'ouvre la bouche, je prends un risque parce que ma mandibule devient un projectile. Voilà. Donc il faut arriver à caler le sportif dans une position qui lui permet de ventiler mâchoire serrée avec ce déterminant postérieur pour le calage mandibulaire, pour le calage articulaire, et un déterminant antérieur pour la hauteur d'espace ventilatoire que l'on va faire varier en fonction des sports. Chez le boxeur, on va être beaucoup plus haut parce que le boxeur, dans un ring qui est limité, dans un espace limité, va avoir un risque d'avoir un impact relativement important pendant 3 minutes. Donc il doit être calé le plus longtemps possible, sans être serré fort, mais être calé au moins. Et il y a d'autres sports comme la ligne arrière du rugby par exemple, où on va peut-être avoir besoin de moins fournir un espace de ventilation lors des impacts par exemple. Donc on va l'adapter par rapport au sport. Alors maintenant qu'on a vu la fonction de la protection, il y a cette fonction qui va amener une conception au niveau de la protection intrabuccale. La protection intrabuccale, il faut qu'elle soit rétentive grâce à l'indentation maxillaire, ce qui est réalisé. Il faut qu'il y ait un recouvrement maxillaire et mandibulaire qui soit suffisant. Il faut qu'il y ait un espace de ventilation, on l'a vu pourquoi tout à l'heure. Il faut qu'elle ait des épaisseurs qui soient suffisantes pour absorber l'énergie d'impact. Et il faut qu'elle montre sa performance à l'impact. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on va retrouver dans la norme qui existe sur les protections intrabuccales, qui est une norme qui correspond aux exigences essentielles du règlement européen. Voilà. Et en France, on a un laboratoire, la chance d'avoir un laboratoire, le CRIT, Sport Loisirs de Châtellerault, qui applique ce protocole dans la certification des protections intrabuccales. Voilà. Ok. Et donc, il reprend les éléments que l'on vient de voir, à savoir qu'ils vont évaluer la rétention en faisant différents essais avec des seuils de décision, avec un seuil de décision,
La rétention, c'est simple. Hein. Si vous avez un sportif, quand il ouvre la bouche, la protection tombe, on prend la protection, on la met à la poubelle. Parce que là, il y a un risque vital qu'elle se coince dans les voies aériennes supérieures, tout simplement. Ensuite, il y a le recouvrement, un recouvrement qui est suffisant de façon à ce qu'on ne blesse pas les tissus mous. Voilà. Vous avez ensuite l'espace de ventilation, qui doit être suffisant aussi, qui est calibré de façon à pouvoir passer le test. Et vous avez les épaisseurs qui sont issues, les données des épaisseurs sont issues de la littérature internationale par rapport aux différentes épaisseurs qu'il faut avoir au niveau de la protection, avec un minimum de 3 mm sur le secteur antérieur, par exemple. Et vous avez ensuite performance à l'impact. Je ne sais pas si tu veux en parler, Enrico. Et en gros, ici, on va évaluer la réponse à l'impact. Donc ici, vous voyez la force d'impact par rapport au temps d'impact. Et là, on a un système qui permet de faire chuter un chariot sur la protection qui a été calée sur des mâchoires acier qui ont été usinées auparavant. Et après, on peut mesurer tout ce qui est accélération, effort, déplacement associé, etc. Et donc la norme nous dit qu'il va falloir que l'accélération maxi soit en dessous d'une valeur seuil. Et voilà. Alors ces critères-là sont valables quelles que soient les protections. C'est des critères d'objectif, ce pas des critères de moyens. Et donc, c'est valable aussi bien pour les modèles adaptables du commerce que pour les protections sur mesure. Alors comme on l'a dit, ces protections ne représentent que 13% des protections intrabuccales portées par les sportifs, alors que c'est le gold standard. Pourquoi est-ce qu'on est une proportion si faible? Bien, tout d'abord parce qu'il y a un frein financier. Ces protections, elles sortent entre 200 et 300 euros. Donc il faut pouvoir investir dans ce type de dispositif, c'est pas évident. Elles demandent plusieurs rendez-vous. Ce qui n'est pas non plus, c'est pas non plus excessif, quoi. 200-300 euros, on n'est pas dans du 1000 ou 2000 euros. Exactement. Voilà, 200-300 pour la protection, pour le dentiste est plus cher. Oui, exactement. Le dentiste est plus cher, mais bon. Oui. C'est clair, c'est clair, mais ça reste quand même un frein pour les sportifs. Et le deuxième frein, c'est de se dire qu'il faut, lorsqu'on réalise une protection conventionnelle en injecté, par exemple, il nous faut 3 séances. Une séance pour faire les empreintes, une séance pour caler la mandibule, comme on l'a vu, et une séance pour adapter la protection, la poser en bouche. On imagine que les 13%, c'est les sportifs de haut niveau en compétition, ou je me trompe? Pas que. Ces éléments-là sont issus d'une étude qui a été menée avec la Fédération française de rugby sur l'ensemble des clubs amateurs. D'accord, donc c'est les clubs amateurs. Là, on ne parle pas de tous les sportifs de compétition, ils ont ça déjà. Voilà, on est sur tous les clubs amateurs de France qui ont répondu au questionnaire et les données montrent que 13% de ceux qui portent une protection ont une protection sur mesure. Très bien. Exactement. Et après, il faut se dire que cette protection doit répondre à des critères, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est important. Donc, 13%. Donc, l'idée qui nous est venue dans le cadre des travaux que nous réalisons avec l'ENSAM, c'est d'essayer de favoriser l'accès de cette protection sur mesure au plus grand nombre. Trouver un process qui nous permette d'être plus accessible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le point important, c'est que les protections ont toujours évolué dans leur histoire en fonction des évolutions technologiques. Et donc, l'idée était de se dire, on part sur un enregistrement numérique de l'état bucco-dentaire, avec le calage, et on arrive à l'impression 3D de la protection intrabuccale, la fabrication additive, utiliser cette technologie. C'est ce que nous avons essayé de réaliser dans le cadre d'un projet qui s'appelle la PIP 2024, qui partait donc, point de départ, c'était la technologie d'enregistrement intrabuccal, qui nous a amené à faire un brevet. Pourquoi? Parce que autant on est capable d'enregistrer l'arcade maxillaire, l'arcade mandibulaire chez le sportif, par contre, on n'a pas des dispositifs pour enregistrer rapidement le calage entre les deux arcades. Donc nous, on a réalisé un dispositif qui permet d'obtenir ce calage dans la même séance que l'enregistrement. Et ce qui nous permet, sur un temps de 10 à 15 minutes, d'enregistrer l'ensemble des éléments sur le sportif. D'accord, avec cet écart de mandibule qu'on avait tout à l'heure, le 2, le 3, le 1, c'est ça, hein, c'est ça qu'on doit mesurer, mais à niveau qu'on doit mesurer au niveau ici dans la bouche. Exactement. Différents dispositifs permettent de définir en fonction du sport quelle hauteur d'espace ventilatoire on va avoir. Exactement. Voilà, donc ça le point de départ. Et ensuite, nous avons travaillé avec Enrico et l'ENSAM sur une chaîne numérique. Donc voilà, donc maintenant on connaît les fonctions de la PIB, donc protéger, protection labiale, intrabuccale, etc. Mais après, comment on transfère ces fonctions dans la conception de notre PIB? Donc nous avons développé un process qui est numérique, c'est-à-dire qu'on part d'un scan 3D
Le scan 3D permet avec la PIA d'avoir des fichiers, donc des modèles 3D, aussi bien des arcades que du calage aussi. Donc on va voir les deux arcades bien calées. Ensuite, on passe à la phase de conception. Donc, la conception a le but d'avoir le volume qui va permettre de protéger le sportif, tout en respectant les critères dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on a ce modèle, qui bien évidemment, on va voir comment il a été validé, mais on va pouvoir l'imprimer en 3D. Donc nous, on est parti sur une technologie qui est une technologie impression 3D SLA, donc stéréolithographie. Mais en réalité, notre process il est applicable à n'importe quel procédé. Donc on peut adapter les paramètres en fonction du procédé. Donc, quel est l'objectif de la modélisation 3D? Donc il va falloir que ce soit une stratégie robuste, donc applicable à n'importe quel morphotype. Donc si on a des bouches différentes, il va falloir que la stratégie soit applicable. Que ce soit automatisable, donc l'idée c'est d'avoir le moins d'intervention possible de l'utilisateur. Donc on définit des paramètres et après c'est l'algorithme qui va permettre de calculer, d'évaluer ces volumes. Donc rapidité bien évidemment parce que là on essaie de limiter au maxi le temps de conception. Et le fait d'avoir bien évidemment une labellisation. Donc on a un plateau d'impression, il va falloir qu'on puisse reconnaître quel PIB c'est à quel sportif. Et ensuite, il va falloir aussi que ça soit facilement déployable et accessible. C'est pour ça qu'on est parti sur un développement open source. Donc c'est pour ça, on a créé un modèle 3D paramétré. Donc on a plein de paramètres qu'on peut définir, développer en open source. Donc ça c'est en gros le schéma. À partir du scan 3D qu'on obtient avec, donc on a un partenaire industriel qui est TreeShape. On obtient les scans 3D du sportif, plus les gouttières, et ensuite on passe sur la phase de conception. Donc c'est la partie où on a développé un peu l'algorithme avec des astuces numériques pour pouvoir obtenir ce volume de manière rapide. Là pour l'instant on s'appuie à 90% sur Blender qui est le logiciel qu'on utilise. On a pour l'instant un module Altair qui va bientôt disparaître dans la nouvelle version, donc on va avoir 100% open source. Tout est codé en Python, donc c'est pour ça qu'on a réussi à automatiser au maximum le process. Et à la fin, on obtient l'impression 3D. Donc là, on est sur Formlabs, mais à nouveau, c'est une technologie qui peut être remplacée par d'autres procédés. Donc, quelles sont en gros les caractéristiques? Donc là, on a, c'est une PIB type. Hein. On va avoir le label du sportif, on va pouvoir choisir le niveau de lissage qu'on peut appliquer à notre PIB, parce que du coup, ça peut être un aspect commercial, mais aussi un aspect de confort aussi. Ouais. On peut agir sur des définitions locales d'épaisseur, donc notamment ici sur la partie haute, c'est là où on va surtout avoir du volume, on va pouvoir réduire l'épaisseur pour avoir plus de confort en bouche. On assure l'espace ventilatoire correct pour pouvoir respirer à mâchoire serrée. Et ensuite, il y a d'autres paramètres qui permettent de modifier les surfaces locales. Ensuite, donc là, j'ai mis quelques images pour montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau du modèle. Là, on travaille 100% sur le maillage. On n'a jamais une reconstruction géométrique de la PIB, des arcades. Donc là, c'est l'exemple par exemple où on modifie les épaisseurs. Ici, c'est le niveau de lissage. Donc on va pouvoir agir sur les paramètres qu'on a définis pour pouvoir augmenter le niveau de smoothing, de lissage, ou on peut augmenter le volume localement si on a besoin de rajouter du volume. Et donc, les résultats sont qu'on a testé donc, cette démarche sur une petite cohorte, donc on a 20 sportifs à peu près, avec plusieurs morphotypes, donc des bouches très différentes. Donc la partie modélisation automatisée, donc maintenant on est à peu près autour de 4 minutes par sujet. Là, la partie enregistrement intrabuccal, on est entre 20 et 25 minutes. Et finalement, la partie impression 3D, on est à peu près à 6 heures par PIB ou 14 heures par 4-5 PIB. Donc ça veut dire que si un sportif vient nous voir le matin et qu'il a besoin d'une protection en urgence, là on va pouvoir lui offrir lui fabriquer cette PIB l'après-midi. Il n'y a pas besoin de retouche, de modification finale de la PIB. Ouais, le point positif par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, c'est que quand vous avez une protection conventionnelle réalisée soit par injection d'EVA, soit par des plaques thermoformées multilaminées ou par aspiration, pression positive ou aspiration, quand on reçoit le sportif, on a deux zones sur lesquelles on doit, en règle générale, retoucher. Le premier, c'est l'engrainement, le contact, le calage. Alors, comme on a peu de précision dans la technique actuelle, on utilise des cires pour caler les mâchoires. À la différence de la technique qu'on utilise maintenant, on avait des réglages à faire en bouche
pour pouvoir régler ce calage mandibulaire. Deuxième zone sur laquelle nous devions intervenir, c'est comme tu l'as décrit Enrico, c'est sur l'intrado au niveau secteur antérieur. On a une zone de contre-dépouille et avec Enrico, on peut modifier le fichier numérique qui fait que pour le sportif, avant c'était je vous reçois aujourd'hui, je vous reçois dans une semaine et je vous reçois dans 15 jours. Maintenant c'est je vous reçois aujourd'hui pendant 15 minutes. Puisqu'on a 10 à 15 minutes d'enregistrement et après une première étape de modélisation qui va durer, mais sans le sportif à ce moment-là, qui va durer une dizaine de minutes. Offline, oui. Donc le sportif lui-même, il va être concerné sur une étape de 10-15 minutes et ensuite on lui envoie sa protection puisqu'il n'y a pas de retouche. Tous les essais qu'on a fait jusqu'à maintenant montrent qu'il n'y a pas de retouche à réaliser sur ces protections intrabuccales. Donc c'est vrai, on est en termes de délai, là on est sur des choses beaucoup plus faciles pour le sportif, pour l'accès au sportif. Alors en termes de conformité, bien, nous sommes installés maintenant dans une plateforme technologique d'innovation biomédicale à Bordeaux. Donc on a un laboratoire pour pouvoir réaliser notre fabrication additive. Il y a une conformité par rapport au matériel utilisé, conformité parce qu'il y a une formation du personnel spécifique à cette réalisation. Conformité parce que la protection elle est certifiée dans le cadre de la norme française conforme au règlement européen cette validation est réalisée par le CRIT de Châtellerault. Voilà. Ensuite, nous avons l'avantage sur Bordeaux et je pense qu'au niveau européen, on est quand même un centre qui, de ma connaissance, qui est le seul à avoir la capacité de pouvoir réaliser l'ensemble du process sur les protections intrabuccales depuis l'étude du matériau avec le comportement mécanique du matériau avec l'ENSAM, comportement de la structure puisqu'on a tous les équipements avec des mâchoires acier pour faire des essais structure sur la protection intrabuccale jusqu'à de la recherche clinique puisque nous travaillons avec les sportifs qu'il y a autour de Bordeaux, nous travaillons avec les sportifs aussi du Krebs de Bordeaux de façon à pouvoir mener des études cliniques. Club de rugby là-bas aussi. Aussi. Et donc, par exemple, dans le cadre de ce projet que nous avions proposé pour la Polyclinique des Jeux, par exemple, eh bien, on avait deux schémas, deux scénarios qu'on proposait. Premièrement, c'est je reçois un boxeur de bonheur qui a un combat l'après-midi qui a perdu sa protection. Eh bien, nous, on a reçu des boxeurs à 8 heures, un boxeur à 8 heures, à 14 heures, il avait sa protection en termes de délai. Ensuite, nous nous sommes mis dans la situation de recevoir 10 boxeurs sur une demi-journée. Et c'est ce que nous avons fait en le recevant de 8h30 jusqu'à 14h. Et bien le lendemain après-midi à 14h, ils avaient tous leur protection. Donc c'est un process qui s'est montré robuste, on parlera mieux Enrico, pour toute la modélisation. Oui, par rapport au morphotype, aux bouches, il n'y a jamais eu des erreurs ou des problèmes de modélisation. Donc, ça c'est super important robuste. Parce que c'est un critère clé à partir du moment où c'est du sur-mesure, de se dire tiens à chaque fois, même dans la rapidité d'exécution, on arrive à quelque chose de parfait, correct, ça qui colle respecte la norme, voilà. Les critères surtout. Et de conforme à la norme. Et enfin, nous lançons, qui est en cours, une étude clinique NUPIA sur 60 sujets qui vont être des 20 boxeurs, 20 rugbymen et 20 foot US, de façon à pouvoir valider la pièce interarcade qu'on utilise, le brevet, valider les différentes hauteurs qui sont définies en fonction des sports sur le volet qui sera plutôt ventilatoire à ce moment-là. Tout à fait, parce qu'on imagine tous les sports n'ont pas le même type de respiration. Non, bien sûr. On parlait de la boxe, on est sur de la respiration très, très serrée quelque part, sur du très serré, sur un sport de course, le rugby, il va avoir quelque chose de beaucoup plus ample. Donc on voit déjà qu'en termes de ventilation, il va falloir travailler différemment selon et c'est pour non seulement le sportif, mais aussi le sport. Que le modèle paramétré et aussi la partie enregistrement, comme on a cette pièce interarcade, ça permet d'ajuster facilement en fonction du sport et du sportif aussi. Sur les morphotypes de protection intrabuccale, il y en a 3, c'est pas compliqué. Vous avez la protection qui est unimaxillaire, qui va prendre que l'arcade maxillaire, pas d'engrainement. Donc là se pose la question du calage qui est nécessaire pour le sportif pour pouvoir assurer le maintien de sa mandibule, ne serait-ce. Vous avez la protection qui est bimaxillaire,
c'est-à-dire une gouttière en haut, une gouttière en bas. Et ça, c'est un auteur qui s'appelle Chapman, qui a beaucoup bossé là-dessus, qui est australien et qui équipait les rugbyman en Australie. Le souci de cette orthèse, à mon avis, de cette gouttière, c'est le fait que lorsque je n'ai pas un risque de trauma, que je suis à distance d'un risque de contact important, eh bien, je vais ouvrir la bouche. Et si j'ouvre la bouche pour ventiler, j'ai la gouttière du bas qui est au milieu de l'espace pour ventiler. Donc nous, on a travaillé plutôt sur un modèle qui est unimaxillaire modifié, c'est-à-dire qu'on va avoir un engrainement de l'arcade des canines jusqu'au secteur postérieur, jusqu'au molaire, avec une libération de l'espace antérieur, ce qui fait que le rugbyman, quand il est à distance d'avoir un choc, il ouvre largement la bouche, il ventile, normalement. Le boxeur, quand il est à distance de son adversaire, parce qu'il peut se trouver quelquefois à distance de l'adversaire, il peut ouvrir largement et ventiler, et dès qu'il a un risque d'impact, à ce moment-là, il va se caler et se mettre mâchoire serrée pour faire son combat. Voilà. Alors en termes de perspective. Donc, bien évidemment, l'histoire n'est pas finie parce que là, on travaille sur plusieurs pistes. Notamment, on travaille sur des nouveaux matériaux parce que sur la partie impression 3D, il y a de plus en plus de matériaux biocompatibles qui sortent, qui sont tout à fait intéressants d'un point de vue. Il y a déjà l'aspect couleur commercial, mais surtout comportement impact, donc la réponse à l'impact. Aussi le délai en fonction de la technologie et le volume de fabrication. Donc là, on est sur du SLA qui est assez long, mais on sait qu'il y a des technologies type carbone, clip qui sont beaucoup plus rapides. Il y a un volet aussi sur l'aspect amélioration du comportement à l'impact. Là, on a commencé à faire des essais en introduisant des matériaux architecturés. En gros, ce sont des matériaux qui sont basés sur des treillis qu'on peut insérer dans le volume de la protection et qui permettent d'augmenter la capacité d'absorption de l'impact. Donc on a des protège-dents qui sont plus légers mais qui absorbent mieux ou différemment l'énergie d'impact. Et là on est sur un projet aussi qui développe des PIB instrumentés. Mais, vu qu'on a la capacité d'agir sur le modèle de manière assez précise, là l'idée c'est de rajouter des capteurs d'accéléromètre, d'accélération, des gyroscopes, un gyroscope et des capteurs d'effort pour qu'on puisse ensuite évaluer l'accélération de la tête, aussi la position de la tête et aussi l'entité de la force de serrage des mâchoires. Et dernier point. Donc ensuite, l'idée ensuite par rapport au développement de cette fabrication au CHU, c'est de développer un pôle de fabrication additive qui soit au CHU. Et après, bien évidemment, dans le cadre de notre projet de comaturation, on est aussi en discussion avec un partenaire industriel pour un déploiement commercial de cette solution-là. L'idée de ce travail est, que vous l'avez bien compris, de favoriser l'accès aux protections sur mesure. L'idée est là. Bien sûr. Et avec ces nouveaux outils, je dirais, on rentre dans une nouvelle ère, l'ère numérique. Et c'est logique, puisqu'on sait que les protections évoluent en fonction de l'évolution technologique. Là, on est dans nouveaux outils et qui nous permet de gommer un petit peu les défauts de ce qu'on réalisait jusqu'à maintenant. Et puis on le voit, c'est pas seulement la protection du choc, c'est aussi la tenue de la tête, c'est aussi musculaire, c'est le confort, c'est un ensemble de choses. On a vu que dans toutes les démonstrations, que tout était lié en fait dans la performance. Donc là, le fait d'avoir à la fois une bonne aération et une bonne protection, c'est pour ça que ça change tout, quoi. Dire protège-dents, c'est limitant, parce que c'est pas que un protège-dents, c'est beaucoup plus en fait. Carrément. Et on le voit là, on a des exemples là, vous avez les machines qui sont là, c'est ça? Là, on est en train d'imprimer 2 protections intrabuccales. Ok, donc, pour des gens du salon là. Oui, en fait, c'est ma protection et sa protection. Donc, ok, d'accord. Okay. Donc vous pouvez aller voir, on est presque à la fin de la fabrication, donc vous voyez vraiment la pièce qui sort du bac de résine. Et après, il y aura une phase de post-traitement et de finition qu'on fera juste après. Et le fait d'avoir donc organisé tout ça et conçu tout ça en open source, ça veut dire que vous donnez après la possibilité à des clubs de faire toute une partie de la fabrication, et peut-être après ils ont affaire à vous pour la formalisation de la pièce finale, mais avant on a tout un travail qu'on peut faire soi ou pas? En fait, c'est surtout la partie enregistrement qui est importante. Parce oui, c'est ça. L'open source, on n'est pas lié à un logiciel à un autre. C'est pour ça qu'on a décidé de passer de développer tout en open source. Ça permet de donner accès à toutes les
toutes les caméras intrabuccales qui existent, parce que les chirurgiens dentistes utilisent Bien de plus sûr. en plus les caméras intrabuccales. Bien sûr. Donc d'avoir la possibilité, quel que soit l'enregistrement, de pouvoir adresser l'ensemble des fichiers sur une interface par exemple, et à partir de là, se met en place toute la modélisation jusqu'à la mise à disposition pour le sportif. Le tout est que le sportif soit moins sollicité possible, Bien sûr. et avec un coût qui soit moins important que ce qui est beaucoup moins important de ce qu'on a actuellement. On peut imaginer que ça peut descendre un petit peu légèrement quand le process va bien s'installer. Aujourd'hui, on parlait de 200-300 €. On peut descendre peut-être un petit peu. Il y a une marge de progression là-dessus. La cible est entre 50 et 100 € la cible. Génial. Parce que ça, pour les clubs, ça serait vraiment intéressant. Des clubs de rugby, après, on peut imaginer un partenaire. Qui est en ligne avec des protections thermomodélables bon niveau. On est à 60 parfois. Voilà, parce qu'on a des thermos adaptables actuellement au niveau qui sont vendus dans le commerce. Donc, ball and bite, je mets dans l'eau bouillante et je m'adapte en bouche, qui monte jusqu'à 50 €. Donc, d'être dans cette gamme 50-100 €, ça correspondrait tout à fait à une offre possible pour le sportif et lui donner accès à ce type d'appareillage. Excellent. Voilà, merci. Question ? Comme je vois l'heure, on est pas mal. En termes de timing, on est bien. On peut rester, oui, peut-être sur l'image. Donc tout ça se passe près de Bordeaux. Alors on imagine, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme développement ? Bien sûr, il y a les sports qu'on a évoqués, les sports à risque. Est-ce qu'il y a des métiers ? On est dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des métiers dans l'industrie où on a besoin de protège-dents ? Je me pose la question là tout d'un coup. Bonne question. Vous voulez que je réponde ? Je pense pas. De protection intraveineuse, difficile de vous répondre. Les RH. Bonne réponse. Qui serre les dents en permanence. Et non, mais je pensais dans les labos, sur les chantiers des fois, avec des vibrations peut-être, des vibrations, etc. En tout cas, à chaque fois qu'il y a des sollicitations dynamiques, ça peut être intéressant. Après, oui, des cas de trépidation, exactement. Ouais. L'étude il est faite. Les gens qui sont vraiment dans des efforts très contraignants pour le corps, effectivement, on parle des vibrations, tout ce qui est BTP. Oui, ça peut fonctionner aussi. Piqueur, pourquoi pas. Exactement, oui. Ouais. Ça peut être utilisé aussi dans les AG, parce que lorsqu'on a des personnes qui vont sous AG, on a des protections que l'on met lors de l'intubation pour protéger les dents. Ah oui. Ça existe aussi lors de quelqu'un qui va avoir une anesthésie générale. Là on voit... Bon, ça motive beaucoup ce plastron là du taekwondo. C'était exactement la même problématique qu'ils avaient là quand ils ont développé le plastron. Je ne sais pas si vous avez discuté avec Lucas que j'ai vu partir là, mais il y avait ce besoin de dire, la fédération de taekwondo dit, on a besoin de plastron pour l'entraînement, mais tous les plastrons de haut niveau et pour les champions, c'est trop cher, on ne peut pas s'équiper. Donc il a fallu trouver le bon prix pour avoir la même fonctionnalité ça s'allume quand il y a le choc. Et en fait, donc voilà, ils sont arrivés à le faire. Donc je suis sûr que là, dans très peu de temps avec vous, là, d'ici quelques mois, voire un an, on sera dans le bon... on espère, oui. Voilà, c'est à faire. En tout cas, on a l'étude clinique qui commence bientôt et on aura des résultats sur 60 sportifs, c'est ça ? 60 sportifs, il y aura en plus un appui par la recherche clinique. Génial, génial. Bon, très bonne continuation à vous. Merci. On peut vous applaudir, un grand bravo. Et puis on se retrouvera donc sur les terrains de rugby du sud, voilà, de l'Aquitaine. On vous suivra sur les terrains de rugby.